Mesdames, Messieurs, bonsoir. La dette, France, 3 000 milliards d'euros. Le monde, 100 trillions de dollars, soit 115% du PIB mondial. Est-ce que c'est soutenable? Honoré de la présence de Jacques de la Rosière, ancien gouverneur de la Banque de France et ancien directeur général du FMI. Heureux d'organiser cette conférence à Sciences Po, notre école, dont Jacques de la Rosière est ancien élève, comme beaucoup de participants ce soir. Je signale aussi la présence de personnes extérieures, de différents mouvements et de différents réseaux que je fréquente, et des ingénieurs en particulier, parce qu'en outre de cette présidence d'une entité à Sciences Po Alumni, je suis président du comité économie d'IESF, ingénieur et scientifique de France, reconnu d'utilité publique depuis 1860, Gustave Eiffel en fut président. J'ai invité Mathias Wichra, le directeur de Sciences Po, que nous venons de voir à l'instant, et qui, empêché, m'a remercié et nous souhaite à tous une bonne réunion qui, dit-il, promet d'être passionnante. J'en suis sûr. Cette conférence a comme référence 2 livres remarquables de 3 de nos conférenciers. L'ouvrage de Jacques de la Rosière, « En finir avec l'illusion financière pour une croissance réelle », paru chez Odile Jacob. Et l'autre ouvrage, c'est celui de Jean-François Serval et Jean-Pascal Tranier, le titre « Innovation financière et réforme monétaire, comment sortir du piège de la dette ». Il est paru chez L'Extenseur. Donc les auteurs de ce livre sont 2 professionnels de haut niveau, l'un dans l'univers de la comptabilité et de l'audit, et l'autre dans celui des fonds d'investissement internationaux. Ce sont des praticiens, ils connaissent l'économie de terrain, ils avancent des solutions opérationnelles pour affronter les défis d'une économie monétaire, en partie, disent certains, hors de contrôle. Jacques de la Rosière écrit dans l'avant-propos de l'ouvrage en question, outre son livre, je le cite, « Le défi que nous affrontons est d'abord un enjeu de production. » Avec les ingénieurs que je fréquente, j'aime entendre ces mots. Seul capable d'amener une réponse concrète à la question de la dette par la création de richesses nouvelles. Donc, ce soir, je vous propose un parcours vertigineux au cœur des formidables mutations économiques qui redessinent une nouvelle géographie de l'économie mondiale. La monnaie, portée par la révolution technologique du numérique, façonne un nouveau monde. Les intervenants vous présenteront un cadre général pour une réforme globale du système monétaire mondialisé, rien de moins. Ils définiront une approche résolument innovante pour traiter l'hypothèque de la dette publique qui s'élève, je le rappelle, à 115% du PIB mondial. Cet enjeu, tout le monde le sent, menace l'équilibre non seulement économique, mais également politique du monde contemporain. Denis Bachelot, journaliste économique, et moi-même, nous avons confié à Maximilien Nayaradou, directeur général de Finance et Innovation, un rôle de grand témoin. Le déroulé de la conférence que je vous propose est le suivant. À tout seigneur, tout honneur, je donnerai la parole à Jacques de la Rosière. Durant une vingtaine de minutes, il présentera son analyse de la situation financière actuelle. Puis, durant 10 minutes, Maximilien Nayaradou fera une présentation actuelle de la situation des marchés financiers et des enjeux du financement de l'innovation. Dans cet exposé, il posera en outre des questions à Jacques de la Rosière et à Jean-François Serval et Jean-Pascal Tranier sur leurs préconisations en matière de financement de cette innovation. Et puis, durant 25 minutes, un exposé à 2 voix de Jean-François Serval et Jean-Pascal Tranier qui interviendront sur la problématique de la dette et de la réforme monétaire. Alors Jean-François, il présentera le cadre général et Jean-Pascal expliquera avec quelques slides le mécanisme technique de la conversion de la dette en actif productif. Alors, je tiendrai le rôle ingrat du gardien des horloges pour laisser une demi-heure
aux questions du public en présence dans l'amphithéâtre ici, nombreux, et également les personnes qui nous suivent en ligne. Et puis, Maximilien Nairadou, dans son rôle de grand témoin, pourra soulever aussi des problématiques qui encourageront les questions lors de ces échanges. Et Denis Bachelot, journaliste économique, pourra l'assister. Jacques Delarosière, je vous donne la parole. Je mentionne votre article récent que j'ai lu dans les Échos, article que vous avez écrit le 14 avril avec Didier Cahen, sous le titre « Politique monétaire, vérité ou préjugés », et vous y écrivez « Pendant près de 20 ans, les banques centrales ont poursuivi une politique inouïe d'accommodement monétaire. » Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que je suis un ancien de Sciences Po et que ça me fait toujours plaisir de revenir dans ce lieu. Alors, je vais un peu résumer mes considérations pour ne pas trop vous ennuyer. Tout le monde sait que la dette globale du monde s'est beaucoup enflée au cours des dernières décennies et c'était le sujet initial de mon livre. Je voulais approfondir le problème de la dette pour me poser des questions sur la soutenabilité de cette dette. C'est une question que beaucoup se posent. Mais en travaillant le sujet, j'ai découvert autre chose. Et cette autre chose est beaucoup moins connue que l'enflure de la dette qui est très connue et sur laquelle je ne vais pas m'étendre ce soir, bien que ce fût le point d'origine de ma recherche. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de partager avec vous, c'est un peu comme un trailer, les étonnements que j'ai traversés en étudiant le problème de la dette. Alors, je ne vais pas vous embêter avec des chiffres. Bon, la dette est considérable. La dette globale, ça représente à peu près, ça représente 300 trillions de dollars et 1 trillion, ça fait 1000 milliards. Donc, l'augmentation de la dette a été très, très forte. Elle est passée en gros de 100% du PIB mondial en 1970 à 250% en 2020, c'est-à-dire une hausse réelle de 2,5 fois en 50 ans, ce qui est très élevé. Ça concerne tous les acteurs économiques, ça concerne les ménages, ça concerne les entreprises, ça concerne les États. Et ce qui est moins connu, c'est que la qualité de cette dette s'est beaucoup dégradée parce que les entreprises qui sont à peine de bonne qualité représentaient 25% du marché de la dette en Europe il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 50%. Donc, on a doublé, si vous voulez, la mauvaise qualité de la dette. Et les conséquences de ces évolutions sont claires parce que plus la dette est élevée, et moins elle est de bonne qualité, plus les risques de défaut et les crises financières sont à redouter. Alors, j'en finis avec ce qui aurait été l'essentiel de mon propos si je n'avais rencontré une série d'étonnements que je veux vous faire partager avec vous. D'habitude, on regarde l'économie d'un pays ou l'économie mondiale à travers les lunettes du PIB, du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la croissance en flux de la production pendant une année. Et j'ai voulu, avec l'aide d'un cabinet d'études qui est McKinsey, dépasser la notion de l'évolution du PIB pour m'attacher à l'évolution du bilan global. Alors, il n'y a pas de bilan global. Il y a le bilan des sociétés cotées, qui est obligatoire.
mais il n'y a pas de bilan pour les ménages. Elles ont des bilans, mais elles ne le savent pas. Il n'y a pas de bilan pour les entreprises non cotées et il n'y a pas de bilan pour les États. Alors, le cabinet McKinsey a une méthodologie qui est très intéressante parce qu'il recompose les bilans de ces différentes catégories d'opérateurs pour un pays et avec une méthode, des grands nombres, ils arrivent à déterminer quel est le bilan des ménages dans un pays comme la France, le bilan des entreprises cotées et non cotées, et le bilan de l'État. Et puis ensuite, ils agrègent ça au niveau national, et puis ils agrègent ça au niveau international. Et c'est une statistique qui est très peu exploitée et très peu connue. Alors, voici ce qu'elle révèle, cette statistique du bilan global de notre monde. Le bilan global aujourd'hui représente 18 fois le produit intérieur brut mondial. Et il s'est massivement gonflé, ce bilan. Il a triplé en 20 ans, ce qui, pour quelqu'un qui a l'habitude de la statistique économique, est impensable. C'est à cause du caractère très accommodant de la politique monétaire que ce gonflement du bilan a eu lieu. Parce que le prix des actifs financiers et immobiliers a augmenté hors de proportion avec l'augmentation des revenus. Alors vous me direz, c'est pas très intéressant ce que vous me racontez, mais c'est fondamental et c'est une découverte. C'est nouveau ça. Dans mon bouquin, il y a 4 choses nouvelles, dont celle-là. Qu'est-ce qui est nouveau? Et ce qui est nouveau, c'est que l'évolution du financement de l'économie transcende complètement l'évolution de l'économie réelle. Et ça n'était pas comme ça autrefois. Avant 2000, l'augmentation du financement de l'économie était parallèle, était en symbiose avec l'évolution de l'économie elle-même. Vous aviez une économie qui augmentait son PIB, c'est-à-dire sa production, de, disons, 3% en termes réels par an. Le financement de cette économie était à peu près de 3%. Il y a eu quelques écarts avec des poussées de spéculation immobilière, mais ces écarts sont peu nombreux. Et la relation entre le financement de l'économie et l'économie elle-même était très stable. On a vécu là-dessus, on ne le savait pas d'ailleurs, parce qu'on était comme M. Jourdain, on faisait de la prose sans le savoir. Et on trouvait normal que le financement épouse à peu près la croissance économique. Mais depuis 2020, c'est quelque chose de très caractérisé historiquement. C'est depuis 2020, les deux courbes, c'est-à-dire la courbe du financement de l'économie d'une part et la courbe de l'économie d'autre part, ont divergé. Et si vous lisez mon livre, vous verrez un graphique qui explique ça et qui montre ça. Il y a une courbe qui monte, c'est la courbe du financement, et une courbe qui trottine un peu doucement, c'est celle du produit intérieur brut. Alors, il faut comprendre que la relation traditionnelle qui expliquait l'équilibre du système économique n'existe plus. Et qui en est persuadé? Pratiquement personne. C'est une nouveauté, ça. Vous avez un scoop ce soir. Et alors, il y a un chiffre qui sort de cette étude sur l'évolution du bilan global et qui est un chiffre à la fois surprenant et consternant.
c'est que 77% de la croissance de la valeur nette qui a été enregistrée au bilan entre 2000 et 2020, disons, 77% de cette croissance de la valeur du bilan provient des prix et des valorisations d'actifs, et seulement le reste, pour faire 100, c'est-à-dire 23%, viennent de la création de ressources réelles. Autrement dit, plus des trois quarts de la hausse du bilan global, le bilan c'est la photographie des actifs et des passifs, plus de 77% de ça ne viennent pas de la valeur ajoutée, viennent de valorisations financières qui ont augmenté d'une manière outrancière. Pendant 20 ans, la hausse de l'endettement a dépassé de beaucoup la hausse de l'investissement et de la croissance. En d'autres termes, si on veut quelque chose de plus visuel, on calcule que maintenant, on met en jeu 4 dollars d'augmentation de la dette financière pour créer 1 dollar d'investissement net depuis 20 ans. Et ce multiplicateur, 4 dollars pour 1 réel, est le signe d'une surexposition de notre système à la dette, et notamment, c'est vrai pour la dette publique, mais pas seulement, c'est vrai aussi pour la dette privée. La bulle immobilière illustre ce phénomène de la croissance du prix des actifs. En 2021, dans notre beau pays qu'est la France, 94% du nombre des transactions immobilières ont concerné le patrimoine existant, c'est-à-dire le patrimoine ancien. C'est-à-dire que Monsieur A vendait son appartement dans le 16e arrondissement à Monsieur B. La transaction était caractérisée par une hausse des prix, parce que Monsieur A et Monsieur B bénéficiaient de financements faciles, mais il n'y a pas eu 1 mètre carré de plus dans cette transaction. Les mètres carrés de plus, c'est la différence entre 94% et 100%. Autrement dit, il y a eu 6% de transactions qui ont amené une croissance de la surface logeante et 94% qui ont caractérisé des transactions en quelque sorte horizontales, mais chaque fois porteuses de croissance de valorisation. Donc ça, c'est la première caractéristique que je voulais que vous rapportiez chez vous quand vous allez rentrer tout à l'heure. Vous allez vous dire, oui, la financiarisation, c'est une vérité, c'est une réalité. Et maintenant, il faut 4 de finance pour produire 1 de réel. Alors qu'autrefois, c'était 1 de finance pour 1 réel. Révolution, c'est une révolution. Personne ne le sait. Vous pourriez interroger les gens au gouvernement, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un bilan global, mais si on leur disait, vous savez, le bilan, il a augmenté de tant de fois, et tout ça, c'est à hauteur de 77% de tout ça, c'est de la croissance de valorisation fictive, ils seraient très étonnés. Alors, la deuxième chose qui est nouvelle, si vous lisez le livre, qui n'est pas dans les cours de Sciences Po, qui n'est pas dans les choses, m'excuse auprès de vous, mais ça, j'ai vérifié, ça n'y est pas. La deuxième chose qui est nouvelle et que je voudrais vous instiller dans vos esprits ouverts, c'est que les taux zéro que nous avons connus depuis une vingtaine d'années, les taux d'intérêt zéro, même négatifs, ils ont été en fait assez fortement négatifs pendant une longue période. Ces taux d'intérêt négatifs, en particulier sur les obligations, c'est-à-dire sur l'acte qui consiste à émettre de la dette sur le marché, ces taux zéro
ont-ils produit des investissements productifs? Instinctivement, quand on vous dit l'argent ne coûte plus rien, vous pensez que ça va être bon pour l'investissement productif. Vous allez dire, chic, je peux trouver de l'argent qui ne coûte rien, et je peux, avec cet argent, investir dans des projets. Et tout le monde a cru à cette vérité instinctive. Et dans le livre, vous verrez que cette vérité instinctive est une contre-vérité. La réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que pendant les 25 ans de taux proche de zéro ou à zéro, l'investissement productif a diminué dans le monde. C'est très nouveau, ça. Je ne connais pas de période de croissance économique qui n'ait été accompagnée par une croissance de l'investissement. Mais cette fois-ci, nous avons une croissance très faible de l'économie réelle et une surcroissance de la dette, mais pas de l'investissement productif qui a diminué. Alors, les banquiers centraux et les gouvernements ne vous diront jamais que l'investissement productif global a diminué, parce que c'est très désagréable pour ceux qui pratiquent la politique monétaire et qui voudraient que l'économie investisse dans la production réelle. Donc, on ne vous le dit pas. Mais dans le livre, vous verrez, il y a toute une série de références statistiques qui passent par l'OCDE, le Fonds monétaire international, et qui vous montrent l'ampleur de la réduction de l'investissement calculé en termes de capital productif. Alors, vous me direz, comment se fait-il que l'évidence spontanée, c'est-à-dire c'est l'argent à zéro, ça va être formidable pour l'investissement. Comment se fait-il que ça n'ait pas fonctionné? Alors, vous trouverez la réponse dans le livre, qui est une réponse qui fut donnée par Keynes. Keynes était favorable aux taux d'intérêt faibles, tout le monde le sait. C'était une partie de sa politique économique, telle qu'il l'a préconisée, parce qu'il ne voulait pas que les taux d'intérêt soient trop élevés et qu'ils puissent, de ce fait, retarder la croissance économique. Mais il disait, et ce mais il disait n'est jamais cité, il disait il ne faut pas que les taux soient trop faibles. Il n'osait même pas dire les taux soient zéro ou négatifs. Il disait il ne faut pas qu'ils soient trop faibles. Parce que s'ils sont trop faibles, on va avoir la trappe à liquidité. Qu'est-ce que c'est que la trappe à liquidité? Ça veut dire que quand on vous sollicite pour financer un projet à 25 ans, un projet qui comporte des risques, parce que les projets d'investissement productif comportent toujours des risques, et que l'intéressé à qui vous demandez sur le marché financier de fournir de l'épargne longue pour des projets de ce genre, il dit quelle est ma rémunération pour le risque que j'encours, qui est un risque d'immobilisation et un risque d'incertitude sur la qualité, si vous voulez, de la filière technologique que l'on va utiliser. Et si vous lui disiez, votre rémunération, c'est zéro, ou c'est même moins que zéro, c'est une taxe, quelle va être sa réaction? Keynes a très bien expliqué, il a dit, les gens sont des gens rationnels. Si vous leur dites, vous allez immobiliser vos fonds dans des investissements risqués, vous allez avoir zéro, ils ne vont pas vous suivre. Ils vont préférer la liquidité, c'est-à-dire détenir leur épargne en instruments liquides, c'est-à-dire en compte, en livret de caisse d'épargne, choses qui sont immédiatement mobilisables et qui ne comportent pas de risque. Et à ce moment-là, ils ne seront pas rémunérés non plus, mais ils pourront mobiliser leurs fonds très rapidement. Et donc, là, j'ai voulu vérifier dans mon livre la réalité de cette explication par la trappe à liquidité. Et j'ai donc examiné depuis 25 ans l'évolution de la part des épargnes des ménages
la plus liquide, c'est-à-dire que je n'ai pris que la partie immédiatement utilisable, c'est-à-dire essentiellement les comptes en banque et les comptes sur livret. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis que les taux sont proches de zéro, cette partie-là de l'épargne des ménages a bondi. Vous verrez les statistiques, c'est parlant. Donc, cette baisse de l'investissement à long terme qui coexiste avec la taxation de l'épargne est extrêmement grave parce qu'elle a contribué, cette baisse de l'investissement productif, à la baisse du potentiel de croissance. C'est-à-dire que dans une économie, vous avez la croissance constatée par l'INSEE au bout d'un an. Ils vous disent l'évolution est telle. Mais la croissance potentielle, c'est plus intéressant. La croissance potentielle, c'est la croissance qu'on pourrait avoir compte tenu des facteurs de production qui existent dans un pays, mais qu'on n'a pas. Parce qu'un certain nombre d'obstacles font que la croissance réelle est inférieure à la croissance potentielle. Et ce qui s'est passé depuis 25 ans, avec une politique monétaire extrêmement accommodante et les taux zéro que l'on croyait être des taux keynésiens, alors qu'en fait c'était des taux qui étaient tout à fait à l'écart de l'enseignement du grand maître, cette situation a donné lieu à une rétrogradation graduelle de l'appareil productif. Donc, on a tout faux. On croit que les taux zéro, que la politique monétaire exalte, vont donner lieu à de l'investissement. Il n'en est rien. Ils vont donner lieu à de la spéculation et nourrir, mais 77% de financiarisation. Alors, j'avais rassemblé quelques chiffres, mais je veux terminer sur la troisième découverte que j'ai faite. Cette immense financiarisation qui s'est accrue et accélérée depuis une vingtaine d'années, elle a donné lieu, outre à la réduction de l'investissement global que j'ai signalé, mais elle a donné lieu aussi à la montée des inégalités. Je vais vous donner 2 ou 3 chiffres, mais très rapidement, parce que je sais que le temps passe. Ceux qui ont le plus bénéficié de la hausse des valorisations financières, c'est en gros les 10% de la population les plus aisés. Donc, vous avez une situation qui est curieuse. Vous avez 10% qui empochent les 77% de la hausse des valeurs bilancielles et 90% qui sont les travailleurs qui regardent passer le train de la valorisation et qui se contentent d'une hausse de salaire très modeste, en fait pas de hausse de salaire en termes réels, et ils disent trop rien parce que le chômage menace. Et donc, on arrive à une situation sociale qui est assez intéressante, dont je vais vous donner 2 ou 3 chiffres, mais très rapides. La progression des inégalités aux États-Unis est connue. Celle de la Chine est moins connue. Dans les 2 pays, les 2 tiers de la richesse sont détenus par les 10% les plus riches. Et c'est vrai pour les 2 pays, avec un peu plus de, je dirais, de progression pour les États-Unis. Parce que si vous prenez la moitié de la population la moins riche, les 50% les moins dotés, vous voyez que en Chine,
les 50% les moins dotés détiennent 15% de la richesse totale. 50% détiennent 15%. Aux États-Unis, les 50% inférieurs de la population ne détiennent plus que 1,5% du total. Donc aux États-Unis, vous avez des chiffres d'inégalité phénoménales. Ils ont énormément augmenté avec la politique monétaire que je dénonce depuis 20 ans. Vous me direz, et en France? Alors, je vais vous donner les chiffres correspondants de la France. Ils sont un peu plus modérés, encore que les inégalités s'aggravent. Les 10% les plus aisés dans notre pays détiennent 60% de la richesse totale, pas 66%, ce qui est le cas aux États-Unis et en Chine, 60%. Et les 50% les moins riches, ceux qui n'ont que 1,5% aux États-Unis, ils ne détiennent que 5% en France. Ce sont des chiffres un peu plus modérés, mais qui sont extraordinairement graves du point de vue de l'équilibre social. Ça ne tient qu'à cause de la peur du chômage. Et donc, la constatation que je fais sur le plan social, elle est dramatique. Est-ce que vous croyez que quelqu'un de responsable qui peuple les cabinets ministériels et les palais officiels se rend compte de la gravité de la situation que je décris dans ce petit livre? La réponse est non. La gravité de cette situation n'est pas connue. La généralité de la constatation est probablement connue. On dit oui, c'est vrai, on vit dans un monde inégalitaire, et c'est vrai que l'investissement n'est pas au rendez-vous. Ça, on le sait un peu. Mais la gravité des évolutions que je retrace n'est pas connue. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'ai fini. Oui, j'avais une partie que je ne vais pas vous laisser. C'est ma conclusion. C'est comment as-tu arrivé à ce degré d'absurdité financière qui est le nôtre? Mais ça, je le garde pour les questions et réponses, parce que j'ai quelques réponses maladroites d'ailleurs à cette question, mais je ne vais pas vous le dire maintenant. Donc, retenez les trois vérités que je vous ai énoncées. La première étant qu'il n'y a plus de correspondance entre la croissance du financement d'une part et la croissance de l'économie de l'autre, c'est fini. Le financement a pris son envol par rapport à la réalité. La deuxième constatation, c'est que dans un monde de taux d'intérêt zéro, les investissements productifs n'ont pas prospéré, ils sont réduits, frappant ainsi l'évolution future de notre pays et celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Et la troisième, c'est que tout ça a fini dans la poche de 10% des gens et que 90% ont vu le train passer, sans rien dire, jusqu'à maintenant, et encore. Voilà, j'en ai fini, moi. Bravo. Merci maître de ce talent pédagogique à simplifier des choses complexes.